Bienvenue sur l'ERTM en classe. Aujourd'hui, nous allons dispenser un cours de sciences naturelles dont le titre de la leçon est la digestion. Elle va se passer dans une classe de 9e année. Le plan de la leçon. Pour exécuter cette leçon, il y a une ossature qui se présente comme la suivante. Il y a d'abord la définition, il y a les étapes de la digestion, il y a l'absorption intestinale et l'étude d'une digestion in vitro. Et enfin, on va terminer par une évaluation. Définition. Alors, qu'est-ce que c'est que la digestion? La digestion n'est autre chose que l'ensemble des transformations mécaniques, chimiques, qui décomposent les grosses particules des aliments en petites particules afin qu'elles puissent traverser la membrane cellulaire. Donc, la digestion, c'est comme une simplification moléculaire. Les étapes de la digestion. On ne peut expliquer cette étape ou bien ces étapes sans pourtant faire allusion à l'appareil digestif dont nous avons décrit la fois passée. Alors, regardez sur ce schéma, vous avez l'appareil digestif dans son ensemble. Alors, la première étape de la digestion, elle va se passer d'abord au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous ingérons des aliments dans la bouche, les aliments sont soumis à des actions mécaniques telles que ils sont déchirés par les incisives, découpés par les canines et broyés par les molaires. Ensuite, il y a la langue qui continue à les faire retourner. Donc, cet ensemble de mouvements est appelé une action mécanique. Pendant que cette action mécanique est en train de se produire, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à l'intervention des glandes salivaires. Comme vous voyez ici en jaune, les glandes salivaires, vous les voyez au niveau de la bouche. Les glandes salivaires vont entrer en action pendant que les actions mécaniques sont en train de se produire. Elles vont sécréter un liquide qu'on appelle la salive. La salive va humecter, va mouiller l'ensemble des aliments qui sont soumis aux actions de la dent, aux actions de la langue. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont transformés en une bouillie pâteuse. Que la langue façonne en boule. Et cette bouillie pâteuse, c'est ce qu'on appelle le bol alimentaire. Alors, le bol alimentaire étant déjà en boule, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, sur le schéma, le pharynx. Donc, les boules sont refoulées vers le pharynx. C'est ce qu'on appelle la déglutition. Donc, les boules sont refoulées vers le pharynx et les boules vont continuer leur descente dans l'œsophage. Les contractions au niveau de la paroi interne de l'œsophage vont faciliter la progression des aliments et les aliments vont arriver ici au niveau de ce qu'on appelle l'estomac. Vous voyez l'estomac. Donc, lorsque les aliments vont arriver à l'estomac, c'est là où ils vont prendre le plus grand temps. Souvent, ça peut varier de 3 heures à 5 heures de temps. Donc, en ce moment, la paroi interne de l'estomac contient des muscles. Donc, les aliments sont soumis à ce qu'on appelle la contraction rythmique. De façon rythmique, il y a la contraction de la paroi interne de l'estomac. Et au même moment, comme ça c'est des actions mécaniques, au même moment, on assiste à la sécrétion de ce qu'on appelle le suc gastrique. Le suc gastrique n'est autre chose qu'une production des glandes qui se trouvent au niveau de l'estomac qu'on appelle les glandes gastriques. Donc, action mécanique plus action chimique va contribuer à ramollir beaucoup plus les aliments au niveau de l'estomac. Donc, les aliments
sont réduits en une autre bouillie, cette fois-ci beaucoup plus fluide que le bol alimentaire, et en ce moment, ils prennent le nom de ce qu'on appelle le chyme stomacal. À cet instant, les aliments vont continuer leur descente, leur progression, grâce aux contractions toujours de la paroi de l'estomac. Ils vont progresser dans ce qu'on appelle l'intestin grêle, qui est en ce moment la troisième étape de la digestion. Dans l'intestin grêle, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'intestin grêle fait beaucoup plus de repli sur lui-même. Donc, il y a les actions mécaniques de l'intestin grêle, ce qu'on appelle les contractions musculaires qui vont se faire, et l'arrivée du chyme au niveau du duodénum. Le duodénum, c'est le point de contact entre le canal cholédoque, le canal hépatique et l'intestin grêle. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout de suite la sécrétion du pancréas qu'on appelle le suc pancréatique, et il y a la sécrétion qui vient du foie. Vous voyez le foie ici, l'organe rouge qui est là. Le foie va sécréter ce qu'on appelle la bile du foie. Donc, bile du foie plus suc pancréatique vont se mélanger aux aliments qui sont soumis aux contractions de l'intestin grêle, et ils seront cette fois-ci réduits en une bouillie très fluide, et qui contient beaucoup de substances nutritives. Et ce liquide-là, il est appelé le chyle intestinal. Le chyle intestinal, c'est la dernière étape de la digestion, parce qu'on est parti de la bouche où il y avait des grosses particules qui ont commencé à être réduites, et on est arrivé au niveau de l'estomac, elles ont été encore beaucoup plus réduites, et on a continué dans l'intestin grêle, où les transformations les plus remarquées se sont produites, et on a abouti à ce qu'on appelle le chyle intestinal. Le chyle intestinal n'est autre chose que le produit final de la digestion, parce que toutes les grosses molécules à ce niveau sont réduites en leur plus petite expression, et le chyle est très riche en aliments nutritifs. Alors, si nous récapitulons les étapes, vous voyez qu'au niveau de la bouche, on a parlé de l'intervention de la salive. La salive agit sur quoi? La salive agit sur ce qu'on appelle, vous vous rappelez de vos cours en économie familiale, on a classé les aliments en 3 grands groupes. On a dit les glucides, on a parlé des protéines, on a parlé des lipides. Qu'est-ce qui se passe? La salive va agir directement sur les glucides et l'amidon. L'amidon n'est autre chose qu'une substance qui se trouve dans la farine de la plupart des céréales. Donc, la salive va agir sur ces aliments-là et va les transformer à ce qu'on appelle le glucose. Au niveau de l'estomac, le suc gastrique va agir sur les protéines qui sont des grosses molécules, pour les transformer en des simples molécules qu'on appelle les acides aminés. Et au niveau de l'intestin grêle, la bile du foie plus le suc pancréatique vont agir sur les lipides. Les lipides vont se transformer en ce qu'on appelle les glycérols et les acides gras. Ici, la digestion, elle est terminée. Maintenant, les substances qui n'ont pas pu être digérées vont passer dans le gros intestin et vont être évacuées plus tard par l'anus sous forme de déchets. L'absorption intestinale. L'absorption intestinale n'est autre chose que le passage, c'est-à-dire nous venons de voir tout de suite que les aliments ont été réduits en leur plus petite expression, c'est-à-dire pour qu'ils soient capables de traverser la paroi intestinale. C'est le passage de ces aliments sous forme d'éléments nutritifs de la paroi interne de l'intestin vers le sang qu'on appelle l'absorption intestinale. Cette absorption, tous les éléments nutritifs qui se trouvent dans le chyle intestinal, c'est-à-dire l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glycérols, le glucose, les acides aminés, les vitamines, passent directement à travers les capillaires sanguins. Vous savez que les capillaires ne sont autre chose que des points de jonction au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, ces capillaires vont permettre le passage de ces substances nutritives de l'intérieur de l'intestin
au sang pour être distribué aux différents organes. Et les autres qui n'ont pas pu être digérés vont passer par le gros intestin et seront évacués au dehors par l'anus. La dernière partie de notre leçon, c'est l'étude d'une dissection in vitro. Qu'est-ce qu'on entend par dissection in vitro? Une dissection in vitro n'est autre chose qu'une dissection qui s'est faite en dehors de l'organisme. Le contraire, c'est la dissection in vivo, c'est-à-dire qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Pour expliquer ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit se placer dans les conditions de l'organisme. Et pour ce faire, on prend 2 tubes à essai. Le premier tube à essai, vous le voyez, c'est le tube A. Il contient l'emploi d'amidon plus de la salive. Le deuxième tube qui est là, le tube B, il contient l'emploi d'amidon seul. Et entre les deux, vous voyez le thermomètre qui marque 37 degrés, la température compatible à l'organisme. Donc, on est ici dans les conditions comme si toutefois la chose était en train de se faire au niveau de l'organisme. Regardez, on va faire des prélèvements. On va faire des prélèvements à intervalles de temps réguliers et on va ajouter à ces prélèvements, pour le tube A, il y a ce qu'on appelle l'eau iodée. Vous connaissez l'iode. L'iode est une substance chimique. On va ajouter l'eau iodée au contenu du tube A. Vous voyez ici les schémas qui sont là, les tubes à essai qui sont là. C'est lorsqu'on va mettre de l'eau iodée sur l'emploi d'amidon du tube A. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous voyez qu'au départ, au temps 0 minute, on a une couleur bleue. La couleur bleue, l'apparition de la couleur bleue est la caractéristique de l'amidon. Ça montre qu'au temps 0, l'emploi d'amidon, qui est la forme sous laquelle se trouve l'amidon dans le pain par exemple, au temps T0, l'amidon n'a pas disparu. Mais quand on va plus loin, par exemple à 5 minutes, vous voyez que la couleur bleue commence à diminuer. Et 10 minutes, la couleur change. Et à 15 minutes, vous voyez qu'il n'y a plus de bleu. Alors, pourquoi le bleu a disparu? Une question qu'on doit se poser. Alors, quand on va au tube B, le tube B qui contient seulement l'amidon, on voit que quand on fait le test à l'eau iodée, quel qu'en soit le nombre de tests que vous allez faire, la substance, la couleur bleue va rester. Ça veut dire, en ce moment, que l'amidon n'a pas disparu. Alors, pour être dans une logique, pour ne pas dire quelque chose qui n'est pas vrai, il faut pousser l'expérience. C'est ce qui nous amène maintenant à voir ici un autre tube à essai. Et ce tube à essai, on fait toujours le prélèvement du tube A dans l'éprouvette qui est là. Pardon, dans le tube à essai qui est là. Et on va ajouter une substance qu'on appelle la liqueur de Féline. Et il faut chauffer. Et quand vous chauffez, vous voyez vous-même qu'il y a un précipité rouge. Un précipité rouge qui apparaît. Mais quand on reprend cette expérience de chauffage du contenu de B, on voit que le précipité rouge n'apparaît pas. Donc il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Pourquoi d'abord la couleur bleue? Et pourquoi la disparition de la couleur bleue? Pourquoi le précipité rouge dans un cas et pas dans l'autre? Je l'ai dit tout de suite que l'apparition du bleu au départ montre que la salive n'a pas commencé son action. Dès que vous ingérez l'aliment dans votre bouche, il faut un petit temps pour que la salive commence à agir. Et avant que ce temps n'arrive, le premier prélèvement a eu lieu. C'est pourquoi à 0 minute, la couleur bleue est là. La couleur bleue, on l'a dit, l'iode, c'est pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans un milieu. Si le bleu apparaît, c'est qu'il y a l'amidon. Et ici, on a le bleu. Donc, ça veut dire qu'à ce premier prélèvement, il y a l'amidon qui est toujours au niveau de notre tube à essai. Mais plus le temps va, on voit que la couleur disparaît petit à petit et finit par ne plus exister. Ça veut dire qu'on doit se poser la question, est-ce qu'à la fin, il y a toujours de l'amidon? Je dirais non, parce que la couleur bleue qui marque la présence de l'amidon a disparu. Donc, je peux dire ici qu'il n'y a plus d'amidon. S'il n'y a pas d'amidon, qu'est-ce qui a fait que l'amidon a disparu? C'est le tube B
qui va me permettre de répondre à cette question, parce que quand nous prenons le tube B, il est là comme un tube témoin. Parce que la différence entre le contenu de B et de A, c'est qu'en B, il n'y a que l'amidon seul. Et en A, il y a l'emploi d'amidon plus la salive. Donc, s'il y a une modification au niveau du contenu de A, cette modification ne peut être due que à la présence de la salive. Donc, la salive a transformé l'amidon, l'emploi d'amidon ici, en quelque chose. Alors, pour s'assurer que c'est tel élément ou bien telle substance, c'est l'expérience qui est en bas qui va nous permettre de dire exactement de quoi il s'agit. Lorsque vous chauffez une substance et que vous ajoutez la liqueur de Fehling, si le précipité rouge apparaît, tel est le cas ici, ça note la présence d'un sucre réducteur dans ces milieux. Donc nous pouvons dire tout de suite que la salive a transformé l'amidon qui se trouvait dans l'emploi d'amidon en un sucre réducteur. Alors, quel est ce sucre réducteur? Les chimistes l'ont identifié et ont dit que c'est le maltose. Donc, et de l'autre côté, si le test avec la liqueur de Fehling est négatif, ça veut dire que, quel qu'en soit le temps ou les prélèvements que vous allez faire, l'amidon ne disparaîtra pas. Il ne va pas disparaître parce que l'élément qui fait sa transformation, la salive, n'est pas dans ces tubes à essai. Cette expérience nous montre que, réellement, par exemple, dans un laboratoire, on peut réaliser une réaction de digestion. Ici, la salive, à travers une substance qu'elle contient, qui est appelée l'amylase salivaire, a transformé l'amidon en un sucre réducteur qu'on appelle le maltose. Vous comprenez bien? Suivez bien. La salive a, quand vous prenez le tube à essai, jusqu'à la fin ici, vous voyez qu'effectivement, c'est grâce à l'action de la salive que toutes les transformations qu'il y a eu dans le tube A ont pu se faire. Donc, en résumé, on peut bel et bien réaliser une expérience en dehors de l'organisme. Et on a pris le cas de la digestion salivaire. Le bain-marie n'est autre chose que, vous voyez, un cristallisoire où il y a de l'eau, la température à 37 degrés point. Alors, on va maintenant aux questions d'évaluation. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable quand même de répondre à ces questions. Définir la déglutition, cite les étapes de la digestion, cite les différentes sortes de dents et dit le rôle de chacune d'elles. Alors, si vous avez bien suivi la leçon, en principe, vous devrez être en mesure de répondre facilement à ça, parce qu'on a défini la digestion comme étant l'ensemble de transformations mécaniques et chimiques qui décomposent les grosses particules des aliments en petites particules pour qu'elles puissent traverser la paroi intestinale. On a décrit les étapes, la bouche, l'estomac, on a terminé par l'intestin grêle. On vient de réaliser une expérience in vivo, in vitro, c'est-à-dire en dehors de l'organisme. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.